Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Mosaïque Cristal. Mon invité du jour est l'abbé Pierre Guérigen. Il est depuis le 15 septembre le nouveau curé archiprêtre de Sarreguemines. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors nous aurons l'occasion en deuxième partie d'émission de vous présenter, de raconter votre parcours et ce qui vous amène ici à Sarreguemines. Merci d'être avec nous en tout cas. Nous serons accompagnés de Marie-Morgane. Salut. Salut. Alors tu as prévu de nous parler d'un sujet pas très sympa, l'augmentation des prix de la SANEF. Mince, mais c'est pour quand? Ça devrait être prévu pour février 2020. Alors oui, bien sûr, nos internautes ont donc donné leurs avis sur la question et j'imagine qu'ils ne sont pas très contents. Effectivement, on verra leur réponse tout à l'heure. D'accord, on découvre ça tout à l'heure, merci. On démarre l'émission à Saint-Avold, à l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Une fois par trimestre, cette structure organise des portes ouvertes. Marie est sur place, salut, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Salut. Alors effectivement, tu viens de le dire, une fois par trimestre, tout simplement pour rencontrer les personnes. L'AFPA s'adresse à 3 types de publics, les demandeurs d'emploi, les personnes qui sont en situation de reconversion, les personnes qui souhaiteraient consolider des compétences professionnelles. Pourquoi organiser des portes ouvertes en plus des forums, des salons, des rencontres avec les publics? Tout simplement pour être visible et pour permettre aux futurs stagiaires de rencontrer les futurs formateurs, de s'entretenir avec d'autres stagiaires. C'est très important pour l'AFPA et on verra pourquoi un peu plus tard dans l'émission. Merci beaucoup Marie, on y revient donc tout à l'heure dans le journal. Voici d'abord les grandes lignes de l'info de ce jeudi 26 septembre. 109 femmes ont été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons depuis le début de l'année. Le gouvernement a lancé le Grenelle contre les violences conjugales. À Sarreguemines, cela s'est traduit par un colloque au palais de justice. 160 professionnels se sont réunis pour échanger. Hommage aux harkis, à Beach comme dans toute la France, à l'occasion de la journée nationale qui leur est dédiée. Plus de 160 000 Algériens ont combattu pour la France pendant la guerre d'Algérie. La moitié d'entre eux se sont installés en métropole pour fuir les représailles lors de l'indépendance de l'Algérie. Un malgré nous à l'Inspé de Sarreguemines. À l'occasion de la sortie de son livre Malgré nous, malgré moi, Victor Henrion est venu raconter son histoire aux étudiants de l'Inspé. Ce livre, c'est un travail de mémoire, un récit poignant pour se souvenir des malgré nous, enrôlés de force dans l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Le Grand Est épinglé par la Cour des comptes. Suite à la fusion, les nouvelles régions ont dépensé au total 50 millions d'euros pour aligner par le haut le régime indemnitaire de leurs fonctionnaires. Le record national revient à la région Grand Est avec 16 millions d'euros. L'Aglo booste le très haut débit. D'air froid et plutôt humide s'abat sur la Moselle aujourd'hui. Regardez le temps pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, on va se réveiller sous un ciel gris et avec de la pluie. L'après-midi, quelques éclaircies vont se former, mais les averses seront encore possibles. Les températures seront comprises entre 13 et 14 degrés le matin et entre 17 et 19 degrés l'après-midi. Demain, nous serons le vendredi 27 septembre et nous fêterons les Vincent. Le soleil nous accompagnera de 7h25 à 19h19. Et on l'espère que la pluie va rapidement s'arrêter pour pouvoir profiter des belles couleurs de l'automne en forêt, comme sur cette photo qui nous a été envoyée par Patrice Fischer. Merci à vous et vous aussi, vous pouvez nous en envoyer par mail ou sur notre page Facebook. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Et nous sommes maintenant en liaison directe avec Thierry Zitter, qui est manager de la formation de l'AFPA de Saint-Avold. Bonjour Monsieur Zitter. Alors on a plusieurs questions pour vous. La première, quel est votre public cible aujourd'hui ? Alors à l'AFPA, nous formons des demandeurs d'emploi et des salariés. L'objectif est effectivement de former pour l'emploi. Le but, ce n'est pas de suivre une formation ou poursuivre une formation, mais bien de retrouver un emploi à l'issue de sa formation. Pendant la formation, vous pouvez également être hébergé ou se restaurer sur place à l'AFPA. Le but est de pouvoir faciliter l'intégration des différents publics.
Alors faciliter l'intégration donc à travers de nombreuses formations. Aujourd'hui, au moment T, combien y a-t-il d'offres sur le secteur du Grand Est et combien de métiers ? Alors aujourd'hui, nous formons à peu près sur 150 métiers sur le Grand Est et à peu près 100 offres d'emploi en alternance sont actuellement à pourvoir à très court terme. Alors à Saint-Avold, les offres sont plutôt axées sur l'industrie, car c'est cohérent avec le bassin industriel, mais vous avez aussi des formations délocalisées à Sarreguemines et depuis plusieurs années. Alors sur quel secteur vous misez et pourquoi ? Alors à Sarreguemines, nous avons essentiellement des formations dans les métiers de l'aide à la personne. Nous avons par exemple un CAP petite enfance qui démarre au mois d'octobre, là, où nous recrutons régulièrement. Effectivement, le bassin de Sarreguemines emploie beaucoup de personnes dans ces secteurs d'activité et donc les formations permettent une intégration rapide à l'emploi. Merci pour toutes vos réponses Thierry Zitter. On va tout de suite regarder un reportage qui va permettre d'éclaircir les points que l'on vient de souligner. Alors ces formations, elles peuvent intéresser nos téléspectateurs. Focus maintenant donc sur les formations à faire à Sarreguemines, un sujet de Thibaut Desmerlet et Marie Luff. Dernier trimestre 2019, 3 formations AFPA financées par la région se dérouleront à Sarreguemines. Prochainement, 12 stagiaires feront leur entrée au Greta au sein du lycée technique Henri Nominet. Jusqu'en juillet, ces 12 personnes apprendront un métier. La formation s'intitule « Accompagnement éducatif petite enfance ». Ce titre professionnel leur permettra de travailler en France ou en Allemagne. Pour cette formation, plus de place. Si l'aide à la personne vous intéresse, il reste des places pour une autre formation, agent de service en EHPAD. 2 sessions d'information seront prochainement organisées à 14h au Greta, les 11 octobre et 6 novembre. Durant cette réunion, les contenus de la formation seront présentés. Ceux et celles intéressés seront ensuite convoqués en entretien pour présenter leur projet professionnel. A priori, une 3e formation se déroulera à Sarreguemines, ouvrier travaux publics, à condition de recruter suffisamment de candidats. 8 places sont à pourvoir. L'AFPA de Saint-Avold n'a aucune difficulté pour organiser des formations délocalisées à Sarreguemines, car le problème est la mobilité des stagiaires, des futurs candidats, qui ne disposent pas du permis de conduire ou qui ont des difficultés financières pour se déplacer jusqu'à Saint-Avold où l'AFPA a des locaux. Pour les personnes indécises ou qui sont dans le flou, il existe un atelier très pratique le lundi matin dans tous les AFPA de France. L'atelier s'appelle Prépa Compétences. Il permet de faire le point, justement, sur les compétences et de mieux cerner les envies et le futur projet professionnel. On change de sujet. Dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales voulu par le gouvernement, une centaine de professionnels, dont des avocats, des gendarmes ou encore des médecins, se sont retrouvés lors d'un colloque au palais de justice de Sarreguemines. Une après-midi de discussion et d'échanges constructifs. Thomas Drouin. 109 femmes tuées par leurs compagnons depuis le début de l'année, c'est le chiffre terrible illustrant la réalité des violences conjugales en France. Un sujet grave pour lequel le gouvernement a souhaité mettre en place un Grenelle. Qui dit Grenelle dit discussion et à Sarreguemines, c'est le palais de justice qui a accueilli un colloque réunissant l'ensemble des professionnels concernés. Magistrats, avocats, policiers, gendarmes, travailleurs et assistants sociaux, médecins, infirmiers, ce sont en tout 160 personnes qui ont répondu à l'invitation avec pour le but d'échanger et faire émerger des solutions concrètes. Nous sommes confrontés à des professionnels qui parfois travaillent chacun dans leur secteur d'activité et qui n'échangent pas entre eux, d'où la nécessité de créer des rencontres. Au programme, 3 interventions du parquet, de la police et d'associations d'aide, suivies par 3 ateliers. L'un porté sur l'enquête, les 2 autres sur la prise en charge et l'accompagnement de la victime et de l'auteur. Un thème récurrent, c'est le problème de la prise de plainte dans les brigades de gendarmerie et les commissariats de police. On a souvent effectivement des remontées, des informations selon lesquelles dans certains locaux de police ou de gendarmerie, les victimes ne seraient pas bien accueillies, on refuserait de prendre leur plainte. C'est tout à fait contraire aux instructions du procureur, c'est tout à fait contraire aux instructions des chefs de service de police et de gendarmerie, mais malheureusement, dans certains endroits, on sait que ça existe.
Ce sujet a été abordé tout à l'heure par une assistante sociale en présence de la police et de la gendarmerie. Et le point de vue, effectivement, la confrontation a été intéressante. Pour rappel, les victimes de violences conjugales en recherche d'écoute ou d'information peuvent contacter des associations d'aide, notamment Violence Femmes Info au 39 19, ou bien plus localement l'association Proximité, présente à Sarreguemines et à Bitche. Ambiance solennelle devant le monument aux morts à l'hôtel de ville de Bitche. Hier, mercredi 25 septembre, c'était la journée nationale d'hommage aux harkis et autres formations supplétives aux forces françaises. Un devoir de mémoire sur une période douloureuse de l'histoire. Thibaut Desmerlet s'est rendu sur place. Garde-vous ! Présentez. Le clairon a retenti devant le monument aux morts pour honorer la mémoire des harkis et autres troupes venues renforcer les rangs de l'armée française. Ces derniers étaient des soldats algériens ayant combattu pour la France pendant la guerre d'Algérie. Un discours a été tenu par le sous-préfet. Chaque année, la République française se souvient de leur engagement et proclame sa reconnaissance pleine et entière. Plus de 160 000 harkis ont servi la nation française. Ces soldats ont ensuite été mal vus dans l'Algérie indépendante et près de 80 000 d'entre eux sont partis vers la métropole pour fuir les représailles du Front de libération nationale. Ceux qui sont restés ne pouvaient être protégés par la France. Cette histoire est également douloureuse, car elle est aussi le récit d'un abandon et d'un déracinement. Des gerbes de fleurs ont été déposées devant le monument, sous le regard respectueux des soldats. Autre page de l'histoire à ne pas oublier, il y a plus de 75 ans, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, des milliers d'Alsaciens et de Mosellans sont incorporés de force dans l'armée allemande. Ce sont les Malgré nous. Un reportage de Morane Grand-Collat. Les Malgré nous. Victor Henrion en faisait partie. Il avait 17 ans à l'époque. Hier soir, à l'occasion de la sortie de son livre « Malgré nous, malgré moi », il est venu raconter son histoire aux élèves de l'Inspé de Sarreguemines. Parce que des Malgré nous, on en parle très peu. Et je voulais qu'on parle beaucoup plus des Malgré nous parce qu'il y a eu tellement de mal et tellement de choses faites. Et surtout que les jeunes, nous, qu'on avait 17 ans, c'était très fort. Et à ce moment, je ne sais pas, on parle des anciens combattants, on parle de beaucoup, mais on ne parle jamais de Malgré nous. Et c'est pour ça que j'ai fait mon livre. Et je l'ai distribué gratuitement, j'ai payé tout, j'ai distribué gratuitement aux jeunes. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont lu mon livre et je continue à en donner. Si je fais encore des livres, je vais toujours en donner aux jeunes pour que les jeunes comprennent. Qui ne croyaient pas que c'était des volontaires qui étaient là, on était forcés de partir. C'est toute mon histoire. Originaire de Folchevillers, Victor Henrion a aujourd'hui 92 ans et se rappelle comme si c'était hier. C'est un travail de mémoire, un devoir de se souvenir de ce qui s'est passé à l'époque. Après la lecture de certains passages, le nonagénaire a pu répondre aux questions des élèves qui parfois lui ont suscité de vives émotions. Et voilà pour l'info du jour. Restez avec nous. Après la pub, un programme bien chargé nous attend. À tout de suite. Une médiathèque et 13 bibliothèques. Au pays de Bitche, la culture, c'est tout un réseau. Pour passer une bonne journée, il faut d'abord passer une bonne nuit. Si le moment est arrivé de changer de matelas, France Literie vous propose ces prix incroyablement fous. Normal, c'est son anniversaire. N'hésitez pas à consulter l'expert de vos nuits, zone commerciale Cora à côté de Mobilier de France. Très bonne journée. Surveiller votre tension à la maison peut s'avérer très utile. Les tensiomètres électroniques AVS Médical permettent une prise de tension facile, claire et rapide. À partir de 25,90 €. À l'occasion de la Semaine du Cœur, du 21 au 29 septembre, nous ferons une remise de 20% sur certains appareils. Offre valable dans les boutiques de Sarreguemines et de Forbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous connaissez cette situation ? Dans le doute, n'hésitez pas. Faites dépister votre audition. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers.
mois de la mode, c'est chez Pest. Marie-Morgane, le tarif du péage de l'autoroute A4 pourrait subir prochainement une nouvelle augmentation. Alors tu as voulu connaître l'avis de nos internautes. Oui, on a surtout souhaité savoir si malgré les différentes augmentations des tarifs des péages, ils continuaient d'emprunter les autoroutes ou si au contraire ils les évitaient. Eh bien ils sont 72% à nous répondre « J'évite les autoroutes ». Delphine témoigne « On est parti dans le sud sans prendre une seule fois l'autoroute. À l'aller comme au retour, c'est des économies et de beaux paysages à voir ». Alors Erdi nous a répondu « Je boycotte les autoroutes depuis leur privatisation, sauf là où je n'ai pas le choix. Je perds 1 heure par tranche de 400 km certes, mais j'économise environ 30 € pour la même tranche. » Et René a commenté « Pour certains trajets, nous n'avons pas vraiment le choix, à part mettre plusieurs heures de plus en empruntant les petites routes. Vinci et compagnie le savent bien, c'est pour cela qu'ils peuvent se permettre d'augmenter les prix. » En tout cas, les avis sont bien tranchés. Merci Marie-Morgane. Avec plaisir. Ce sont des problèmes que je n'aurai jamais la chance de connaître. Enfin, j'ai pas de voiture pour l'instant, donc je ne sais pas ce que c'est de payer l'autoroute. Merci en tout cas. On va parler de choses un petit peu plus positives maintenant avec l'abbé Pierre Guérigen. Bonjour. Bonjour. Rebonjour plutôt. Alors, vous êtes le nouveau curé archiprêtre de Sarreguemines. Alors, vous succédez donc à l'abbé Jean-Luc Jost, qui a passé 11 ans à Sarreguemines comme curé archiprêtre. Il est parti du côté de Metz, et c'est assez rigolo parce que vous-même, vous venez de la région de Metz. Alors, première chose, est-ce que vous pouvez vous présenter à tous nos téléspectateurs ? Eh bien, donc Pierre Guérigen, je suis prêtre du diocèse de Metz depuis 18 ans. J'ai exercé en gros mon ministère que dans la région messine. Je suis originaire du pays de Thionville, un village à côté de Thionville. Donc en gros, tout le temps que j'ai passé en Moselle, ça a été la vallée de la Moselle. Et donc me voilà maintenant à la découverte de la vallée de la Sarre et de la Blisse. Qui est quand même très différente. Pour le moment, je découvre, voilà. Je suis dans les temps de la découverte, plutôt des temps heureux. Je suis bien accueilli, et puis je m'approprie. J'essaie de rencontrer les gens, découvrir les lieux, etc. Vous appréhendiez un petit peu, parce que vous venez quand même d'une ville avec près de 200 000 habitants, il me semble. Venir à Sarreguemines, c'est bien différent ? Oui, alors objectivement c'est bien différent, oui, mais appréhender, non. Plutôt, j'ai été très surpris et étonné de la demande qui m'a été faite de devenir curé archiprêtre de Sarreguemines, mais je crois que j'ai un caractère où j'aime bien rebondir, entrer dans des aventures. Et donc c'est plutôt dans cet état d'esprit-là que je me situe, quoi. Ça ne vous faisait pas peur, au contraire. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre parcours, qui est quand même un petit peu atypique. Ouais. Alors en 92, vous obtenez votre diplôme d'ingénieur. Voilà, je suis ingénieur en agriculture. En 92, donc à 23 ans, où j'étais parti, j'avais quitté mon pays thionvillois natal, où je suis parti à l'autre bout de la France, puisque j'ai fait mes études à Toulouse, donc j'ai passé 5 ans à Toulouse. Très belle ville, oui. Et très belle expérience quand on est étudiant, donc de 18 à 23 ans. Et en même temps, restait en moi un désir de devenir prêtre. Voilà, aussi loin que je me souvienne, il y a quelque chose en moi où il y a un désir de devenir prêtre, et en même temps je ne savais pas trop quoi en faire jusqu'à quand j'avais 18 ans, quand c'est les moments de l'orientation, etc. Et donc je me suis orienté vers le domaine qui m'était aussi très cher, celui autour de nature, agriculture. Donc donc je fais une école d'ingénieur en agriculture. Et puis alors diplômé en 92, souvent j'aime bien dire le Seigneur avait de la suite dans les idées, puisqu'il y a un peu un clin d'œil du Seigneur, c'est-à-dire que je participe à l'ordination d'un prêtre de ma famille. C'était le premier pas
on va voilà. dire. Et là, comme c'est souvent le cas, l'évêque qui ordonne interpelle un peu l'Assemblée avec quelque... Je sais pas dire qu'est-ce qu'il a dit exactement, mais c'est du style l'Église embauche, l'Église a besoin de prêtres. Et là, ça vous a fait comme un flash. Voilà. Et là, je me Vous suis dit, Pierre, tu as 23 ans, tu es diplômé, et qu'est-ce que tu fais de cette question ? Donc voilà, 23 ans, entre le service national, travailler un peu, je suis rentré en 95 au séminaire. Et je suis parti pour 7 ans d'études entre Nancy, puis ensuite l'évêque de Metz m'a envoyé continuer mes études à Paris, à la Cato. Et depuis 2001, je suis prêtre, et à partir de 2002, quand j'avais fini mes études, longtemps dans des choses autour des jeunes. Aumônier d'étudiants, pastoral des jeunes. Je me suis baladé dans pas mal d'endroits dans le monde avec les JMJ. Donc les Journées mondiales de la jeunesse, alors c'était Rome, Sydney, Rio, Toronto. Et ça, vous allez le faire jusqu'en 2015. Voilà. Et ensuite ? Et puis ensuite, l'évêque me demande de rejoindre le séminaire pour devenir un des prêtres qui forment les futurs prêtres, les séminaristes, comme directeur des études. Parce que j'ai certaines compétences dans l'enseignement du fait de ma formation. Et a priori, c'était là que je devais continuer un certain nombre d'années, enfin largement plus que simplement les 4 années que j'y ai passées. Et puis, voilà, au mois de janvier dernier, le 25 janvier, j'ai eu un coup de fil de l'évêque de Metz, Monseigneur Laglaise, pour venir me voir et pour me demander... Pierre, est-ce que vous acceptez de devenir curé archiprêtre de Sarreguemines ? Et vous voilà maintenant archiprêtre. Et me voilà maintenant dans une nouvelle aventure où je suis plutôt novice, puisque j'ai jamais eu la responsabilité d'un ensemble d'une ville comme Sarreguemines. Alors permettez-moi de vous couper. Les responsabilités, quelles sont-elles ? Quelles sont l'étendue de vos compétences en tant qu'archiprêtre ? Alors comme archiprêtre, j'ai à coordonner la vie pastorale sur les différentes communautés de paroisses où nous sommes. On est 4 curés, donc moi je suis curé de Sarreguemines, de la vallée de la Blisse, et ensuite il y a 3 confrères pour 4 autres communautés de paroisses. Tout ça, ça fait à peu près 45 000 habitants. Et donc j'ai à coordonner ça et aussi à assurer un lien avec la vie du diocèse, quoi. Voilà. Alors, permettez-moi de vous citer, dans un communiqué publié sur le site internet de la communauté de paroisse de Sarreguemines, que vous avez vous-même écrit, vous dites, en parlant du village de votre naissance, « J'y suis né il y a 50 ans et j'ai grandi dans cette réalité mosellane d'un village encore marqué par des activités et des traditions rurales où l'Église tenait encore toute sa place. » Tenait encore. Eh bien, oui, parce que pour le moment, ça serait un peu téméraire de ma part de l'appliquer aussi ici, mais le coin d'où je viens, on voit bien que l'Église, c'est plus ce que c'était. Il n'y a plus un curé par village. Et c'est à peu près la même chose ici dans la région. Donc on change de monde. Et on change de monde alors où l'Église change aussi, évolue, mais il n'y a pas que l'Église qui évolue. Notre monde évolue largement, et notamment toutes les questions de la ruralité, de la vitalité de nos villages. A aussi des conséquences pour l'Église. Et donc c'est un monde qui est plutôt derrière nous. Alors il s'agit d'en être conscient, et en même temps il ne faut pas non plus passer sa vie à dire c'était mieux avant. Voilà. Je sais d'où je viens, et en même temps avançons et construisons une nouvelle réalité où ma conviction profonde, c'est que la foi chrétienne, elle a toujours sa pertinence là-dedans, mais pas en cherchant juste à reproduire ou en pleurant, c'était tellement mieux avant, quoi. Alors justement, on parle d'avenir. Ma prochaine question, comment vous vous projetez ici à Sarreguemines ? Est-ce que vous avez des projets
Alors mes projets, c'est connaître les gens. J'arrive aussi, j'arrive avec, il y a déjà toute une histoire. Il y a mon prédécesseur, je n'arrive pas en me disant il y a rien qui existe. Il y a déjà plein de choses qui existent, donc il y a déjà tout un temps pour moi de découvrir, connaître, et puis voir quels sont les défis qu'on a à relever pour qu'on puisse continuer. Et là-dedans, un des éléments qui n'est pas anodin, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le nombre de prêtres n'est pas en augmentation spectaculaire, c'est exactement l'inverse. Et donc ça nous oblige à repenser notre manière d'être, sachant que tout ne se joue pas non plus parce qu'il y a moins de prêtres. L'Église, c'est heureusement pas que les prêtres, mais les prêtres sont là pour servir la vie des chrétiens. Bon, alors il faut imaginer des choses différemment, et notamment il faut de plus en plus vivre dans notre jargon à nous une collaboration entre ministres ordonnés et laïcs, c'est-à-dire qu'on essaye ensemble de porter la mission. C'est ce que vous allez tenter de faire en tout cas. Poursuivre, parce que c'est pas tout ça, c'est déjà en route, mais il y a encore à avancer, à poursuivre le chemin. Creuser un petit peu. Et à creuser. On arrive au terme de cette interview. Je vous propose peut-être d'adresser un mot à tous nos téléspectateurs qui vous découvrent aujourd'hui. Eh bien, je dirais, moi je suis heureux de venir parmi vous, surpris de la demande de notre évêque, mais heureux de venir parmi vous. Et ça me permet d'entrer dans une nouvelle aventure. Alors, relevons ensemble ce beau défi d'être témoin du Christ aujourd'hui pour les hommes. Eh bien, on vous souhaite que du positif pour la suite. Merci Pierre Guériguen d'avoir été notre invité aujourd'hui. On va poursuivre cette émission avec les sorties. Marie-Morgane, tu as plein de bons plans de sortie. Qu'est-ce que tu nous proposes ce week-end? Alors, je te propose de démarrer en douceur avec un massage. Parfait. On vous a présenté plusieurs fois les Kinettes s'entraident. Julie et Céline vont participer au mois d'octobre au raid Amazon qui se déroulera au Vietnam. Et avant de partir, elles vont terminer leur défi de 1000 massages. Alors pour les aider et pour soutenir l'association Kiné du Monde, il vous suffit de prendre rendez-vous en contactant le 06 43 11 78 65. Pour 5 €, vous aurez le droit à un massage de 10 minutes. Ce sera à Rohrback-les Beach et le lieu exact vous sera donné lors de la réservation. Super, tu as quelque chose de plus sportif à nous proposer. Et oui, ce week-end va se dérouler la 13e édition du rallye d'Alsace-Bossu. Il y aura la Coupe de France des rallyes et le trophée du comité régional. Samedi, il y aura la reconnaissance des épreuves par les concurrents. Et dimanche, place au départ à partir de 8 h à Drulingen. Et les coureurs passeront notamment par Sarre-Verden et Sarre-Union. Un sport totalement différent maintenant est proposé, c'est à Silsheim. Oui, le club de Tai Chi organise un stage découverte dans la salle Krajanov. Il sera animé par Barbara Delair, championne de France de Tai Chi, et Bernard Béguer, maître des arts martiaux. Ce sera samedi de 9 h 30 à 11 h. Cette initiation est gratuite et ouverte à tous, alors n'hésitez pas. Et vu que tu portes la couleur de l'amour aujourd'hui, Marie-Morgane, on invite les amoureux ce week-end. C'est ça, à Sarreguemines, direction l'Hôtel de Ville pour le Salon du mariage. Une vingtaine d'exposants seront présents pour aider les couples à planifier leur mariage et découvrir de nouvelles idées. Traiteurs, décorateurs, photographes, mais aussi une troupe de gospel seront présents, sans oublier les traditionnels défilés de robes de mariée. Alors ce sera ce samedi de 14 h à 19 h et dimanche de 10 h à 19 h. Le prix de l'entrée est de 2 €. Et on va rire un petit peu ce week-end à Bettwiller. Oui, l'association de théâtre de Bettwiller remonte sur les planches pour présenter sa toute nouvelle pièce. La première représentation, ce sera samedi soir. Marc Schneider vous en dit plus. Alors la troupe de théâtre de Bettwiller qui s'est créée cette année, puisque avant nous jouions pour le conseil de fabrique et maintenant il y a une association qui s'est créée. Et la première sera donc le 28 septembre, le samedi 28 septembre à 20 h à la salle de Bettwiller et le dimanche 29 à 15 h aussi à la salle de Bettwiller. Alors le thème cette année, ça va être 3 Patienten in ein Zimmer, c'est-à-dire 3 patients dans une chambre, et ce sera très folklorique. Vous verrez qu'il y a des quiproquos qui vont nous amener à un fou rire général, je pense.
Et si vous souhaitez découvrir cette pièce, vous pouvez contacter la troupe sur leur page Facebook ou en appelant le 06 89 14 48 57. L'entrée est à 9 €. Il y a des personnes qui sont peut-être déjà en week-end ce soir, alors tu as pensé à eux. Et oui, l'Université populaire de Sarreguemines et les Cinéma Forum proposent une séance de cinéma ce soir à 19h30 pour l'œuvre Sans auteur, partie 1 et 2. Le film vous plongera dans les années 30. Le jeune Kurt Barnett visite l'exposition sur l'art dégénéré organisée par le régime nazi. Il y découvre alors sa vocation de peintre. On suivra son parcours, son histoire. Une présentation du film sera donnée par un professeur d'art plastique. Le tarif pour les deux films est de 9,80 €. Merci beaucoup Marie-Morgane. Avec plaisir. On te retrouve demain, c'est ça ? C'est ça. Donc à demain. À demain. On traverse la frontière maintenant avec ce premier numéro de notre magazine Grains and Laws. Christelle Jambon nous emmène à la Villa Europa où se trouve l'Institut français de Sarrebruck. Vous l'aurez compris, pour parler de l'apprentissage du français en Sarre, une coproduction OKTV, TV8 et Mosaïque Cristal. Je vous laisse en sa compagnie et je vous dis à bientôt. Bis bald. Pour vos menuiseries, demandez le conseil, le choix, la pose. Exigez la qualité, le service et l'expérience. AG Fermeture. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Grenzenlos. Hallo und herzlich willkommen. Pour débuter notre tour d'horizon transfrontalier, on a posé notre caméra aujourd'hui à la Villa Europa à Sarrebruck, où se trouve l'Institut français. D'ailleurs, tout à l'heure, on aura l'occasion d'aller retrouver notre invitée pour parler avec elle de l'apprentissage de la langue française en Sarre. Nous irons également au Römer Museum Schwarzenacker entre Zweibrücken et Hombourg et on s'assiera sur le banc du Bankfest. Mais avant de rejoindre notre invité, je vous propose un tout autre sujet, à savoir le cirque qui se modernise et ne connaît pas de frontières. Romain est français, il vient du rock. Il se souvient de la première fois où il a vu le show. J'ai été scotché. J'ai été mais vraiment époustouflé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Depuis, il tourne avec la troupe en Allemagne. Perché, il joue de la batterie et s'est même vu confier un numéro solo avec un peu de jonglage. Depuis 30 ans, le cirque Flic Flac fait parler de lui. Les numéros sont extravagants et extrêmes. Les motards sautent au-dessus du public, le numéro de pole dance se fait sous l'eau. Ce cirque moderne a son propre style. Moi j'appelle ça un stunt show parce que y a les aspects du cirque, on a l'impression qu'ils vont se faire hyper mal et qu'en fait non, ce qui est le principe du cascadeur quoi. L'adrénaline est au rendez-vous. Romain est le seul français de la troupe, il discute avec ses collègues en allemand ou en anglais. Ici aussi, il faut être polyglotte. Le cirque bouffon se compose d'Espagnols, d'Américains, d'Allemands, mais aussi de Français, au premier rang desquels le metteur en scène. J'ai fait l'école du cirque d'Annie Fratellini à Paris, donc on va dire que je viens du cirque plus ou moins traditionnel. Et l'envie en fait de faire autre chose, quoi, en fait de faire plus une approche théâtrale. La Folia est sa dernière création. La poésie est au rendez-vous. La musique au cœur du spectacle. On s'attend à la musique ta 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 ta. Et justement, là non. Les musiques sont très différentes, écrites spécifiquement pour chaque show. Jusqu'à accompagner des numéros d'acrobatie périlleux. Ça fonctionne avec les enfants, ça fonctionne avec les adultes, ça fonctionne avec tous les publics. Et souvent, on a vraiment 3-4 générations qui viennent ensemble nous voir. Séduire un large public avec des numéros drôles, voire osés, caractérise ces deux cirques, donnés à quelques semaines d'intervalle à Sarrebruck sous chapiteau. On prend 3 jours pour démonter, installer, à chaque fois que l'on change de ville. C'est beaucoup, mais c'est parce que nous voulons une tente où le public peut se restaurer, boire un verre. Les Français aiment aller au cirque de l'autre côté de la frontière, car ils savent qu'ils ne vont pas seulement assister à une représentation, mais passer une belle soirée. Et si on se téléportait maintenant 2000 ans en arrière à l'époque des Romains? C'est ce que propose le Römer Museum Schwarzenacker, situé entre Zweibrücken et Hombourg. Ce musée en plein air permet de s'immerger dans le quotidien de la vie des Romains. On s'y croirait. Visite guidée avec l'archéologue du site.
une ville antique à Schwarzenacker. Son existence est avérée depuis le Moyen-Âge dans les chroniques des moines du monastère de Wörthweiler, juste en face, de l'autre côté de la Bliese. Mais les premières découvertes archéologiques remontent à l'époque baroque, lorsque le Edelhaus, la maison noble, a été construite pour servir de résidence seigneuriale. Après la Seconde Guerre mondiale, les fouilles se sont poursuivies lors de la construction de fossés pour de nouvelles habitations. Peu de temps après, des recherches ont été engagées de manière plus systématique. Dann wurden erste systematische Grabungen durchgeführt, 1961, 62. Die Ergebnisse konnten die Deutsche Forschungsgesellschaft überzeugen, sodass Professor Colling, der Ausgräber der Forschungsgrabung von 1965 bis 1967, hier flächendeckende Ausgrabungen durchführen konnte. Und da hat er natürlich die archäologischen Überreste einer schönen römischen Siedlung gefunden, die in augusteischer Zeit anfängt als kleine Etappenstadt und sich dann innerhalb von 3 Jahrhunderten zu einem regionalen Handelszentrum mausert. Jusqu'à 2500 à 3000 habitants vivaient dans la ville romaine. Ses cuisines et ateliers ont été reconstitués dans le musée romain du Schwarzenacker, ainsi que ses trottoirs couverts, sa taverne et son réseau d'égouts. Le musée extérieur a été fondé par Alphonse Collin, alors conservateur de l'État après des fouilles de 1965 à 1967, afin de mettre en lumière la construction, la vie et la fonction d'une petite ville romaine. La maison noble a été transformée en musée. Inauguré en 1986, le musée abrite les découvertes archéologiques ainsi qu'une galerie de tableaux baroques. Au dernier étage, l'exposition sur les femmes à l'époque romaine est devenue permanente. Dans la partie extérieure du musée, les bâtiments reconstruits, dont la maison de l'ophtalmologiste ou la maison de la cave à colonnes, constituent les points forts de la visite. Il se peut même que des réunions conspiratives aient eu lieu ici. En tout cas, on a retrouvé enterrées dans la cave quelques statues de dieux. L'ophtalmologiste était certainement l'un des habitants les plus riches de la ville. Das Haus des Augenarztes bietet natürlich auch Einblicke in antike Behandlungsmethoden, denn dort hat Professor Colling während seiner Ausgrabung einen Augenarztstempel gefunden, der auf der einen Seite einen Schriftzug zeigt, der den Augenarzt, nämlich Sextus Aiatius Launus, benennt. Und auf der anderen Seite eine Rezeptur, in der Schellkraut vorkommt. Und das hat Professor Colling dann zu dem Schluss gebracht, dass es sich bei dem Haus um den Besitz eines Augenarztes gehandelt hat, der dort seine Patienten behandelt hat, wohl auch mit großem Erfolg, denn er konnte sich aufwendige Wandmalereien leisten und auch eine Fußbodenheizung mit angeschlossener Wandheizung. Immortalisé à jamais, on a également retrouvé le squelette d'un petit chien qui s'est probablement perdu, étouffé dans le plancher chauffant. Curiosité du site, le pentado décaèdre, un cube à 12 côtés de la taille d'une main, a été trouvé près de son emplacement actuel. Sa fonction d'origine n'est pas entièrement éclaircie. Enfin, un petit temple a également été construit dans le jardin baroque. Devenir archéologue d'un jour, expérimenter la cuisine romaine ou les plantes médicinales, entrer dans une légion romaine, petits et grands, ici, c'est la Vita Romana qui vous attend. C'est le plus petit, le plus amical, peut-être le plus atypique rendez-vous transfrontalier, le Bankfest ou la fête du banc, entre Ormerswiller en France et Brenschelbach en Allemagne. Il a été initié en 1996 après l'installation d'une aire de pique-nique sur la frontière. Et maintenant, depuis, eh bien, c'est une tradition. À la fin de l'été, les habitants se réunissent à cet endroit pour y refaire le monde et vivre l'Europe. Sur le banc, on maintient le contact pour la suppression des frontières.
Traverser la frontière aujourd'hui, ce n'est même plus une formalité. Ici, entre Hommerswiller et Brenschelbach, ça a longtemps été source de problèmes. Le Bankfest se tient chaque année pour rappeler ces événements qui ont eu tout de même une conclusion heureuse. En 1957, la Sarre, sous tutelle française depuis la fin de la guerre, est rattachée à la RFA. Les habitants des deux côtés se retrouvèrent à devoir faire un détour de 10 km de jour et 25 km de nuit pour traverser la frontière. En 1973, Roger Sprung, alors maire d'Hommerswiller, et Dieter Schmidt, maire de Brenschelbach, ont décidé de s'unir pour obtenir des autorités gouvernementales l'autorisation pour les frontaliers d'utiliser le passage de la frontière sur la route d'Altheim. Et les deux hommes ont bataillé longtemps. Ils obtiennent cette autorisation en mai 1982. Am Grenzübergang in Brenschelbach, da unten was, ich froh, wie funktioniert das jetzt mit der Pauschale-Genehmigung? Einwandfrei, hat der Zöllner gesagt, wunderbar, nur die Buch habe ich einer müssen zurückschicken. Na, habe ich gesagt, wieso? Weil da ist einer von Wollmensch, der kommt und hat einen Drinnsitzer gehabt von Saargemünd. Der war nicht aus dem grenznahen Bereich. Suite à cet accord, en mars 1988, un banc fut installé à la frontière, puis en 1996, une aire de pique-nique où l'on se retrouve chaque année pour le Bankfest. En 2001 a été installée une plaque en lieu et place de cette frontière qui a créé tant de soucis aux riverains, une frontière qui sépare mais qui a su unifier les gens dans la poursuite d'un objectif commun. Qui dit nouvelle émission dit nouvelle rubrique. Pour notre labo interculturel, nous avons choisi d'explorer les différences entre nos deux pays, la France et l'Allemagne. Dans ce nouveau numéro, on se penche sur la façon dont se saluent les Français et les Allemands, avec une anecdote toute personnelle autour de la bise. Vous verrez que la scène est jouée par des amis comédiens. En France, depuis tout petit, on apprend aux enfants à faire la bise. 2, 3, 4 selon les régions. Alors forcément, quand Anne-Claire s'est retrouvée en Allemagne, après avoir suivi son doux et tendre germanique, propulsée dans sa belle famille allemande, il a bien fallu se saluer. Si les Français claquent la bise à tout va, les Allemands ont tendance à serrer la main, à faire l'accolade ou à se contenter d'un « Hallo ». Avec la sœur de son mari, ce fut 2 bises, nettes et franches. Mais avec le beau-frère, la confusion régna. La bise, la poignée de main, l'accolade, la situation devint cocasse. Elle tendait la joue, lui tendait la main. Elle tendait la main, lui se penchait vers elle, si bien qu'un jour, Anne-Claire embrassa le cou du Schwager. Une sorte d'accolade ratée, quoi. Depuis, il y a toujours un temps de réflexion, une hésitation, mais ils finissent toujours par se dire bonjour. Élise Lebréquier, bonjour. Vous êtes chargée de mission culturelle et linguistique à l'Institut français, dont le rôle est de faire la promotion de la France et de la culture française à l'étranger. Ma première question, comment se porte l'apprentissage du français en Sarre ? Alors du point de vue de l'Institut français, je pourrais vous dire que plutôt bien, puisque en Allemagne, il y a environ 2700 certifications du diplôme de langue française pour les écoles primaires qui ont été passées, et en Sarre, ils sont 1700 à l'avoir passé. Donc on peut dire que c'est plutôt un bon chiffre. D'accord. Comment est-ce que l'on donne envie à des jeunes d'apprendre le français, des jeunes Allemands ? Alors, je dirais qu'il faudrait quitter un petit peu le cadre scolaire, puisque le français a quand même une réputation d'être une langue élitiste qui est sévèrement notée. Donc, nous, à l'Institut français, évidemment, on leur propose des certifications, mais on leur propose aussi des concours linguistiques. Donc, par exemple, un concours de théâtre pour les écoles primaires. Les Français vont écrire une pièce en allemand et les Allemands vont écrire une pièce en français. Voilà. Et nous avons aussi un concours d'écriture créative où là, il s'agit, à partir de 10 mots sur un thème précis, d'écrire un texte en français. Donc, ça leur montre qu'on peut jouer avec la langue française et pas simplement faire des devoirs en classe ou passer un diplôme ou une certification. Alors, à une époque, on pouvait prendre des cours à l'Institut français. Pourquoi est-ce que c'est plus le cas ?
Apparemment, il y avait un problème de rentabilité et maintenant notre structure est trop petite. Nous n'avons pas les bâtiments ni le personnel nécessaire. Voilà. D'accord. Et aux parents qui vont peut-être inciter leurs enfants à apprendre l'anglais ou l'espagnol, qui est très en vogue en ce moment, qu'est-ce que vous pourriez donner comme argument montrant que cette langue, le français, est bien utile ? Alors je dirais que l'un n'exclut pas l'autre, puisque le français peut aider justement à apprendre l'espagnol, puisque les deux langues sont d'origine latine, et également l'anglais, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire en commun dans ces deux langues qui ont une racine commune. Concernant l'apprentissage du français, vous aimeriez ajouter un autre point ? Alors je pourrais dire qu'en Sarre, il y a un effort particulier grâce à la stratégie France qui a été portée aux Français, puisqu'il y a quand même 40% des jardins d'enfants qui proposent une éducation bilingue. Donc c'est quand même assez énorme. Et puis ensuite, le 22 janvier dernier, il y a eu le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé, où il a bien été spécifié que l'objectif était de rendre les zones transfrontalières bilingues. Donc je pense que ça va aider à augmenter l'apprentissage du français dans notre région. Très bien, je vous remercie Élise. Notre émission touche à sa fin. Je vous remercie de votre fidélité et vous dis au mois prochain. Tchuss!